j'ai appris la guerre, moi je travaillais pour une entreprise qui travaillait pour les chemins de fer. On était en train de changer les rails d'une courbe de la voie ferrée. Donc il y a un train de voyageurs qui passe et il y a un monsieur qui saute du train, qui marchait au ralenti puisque c'était en plein travaux. Un monsieur qui nous dit, qui dit au chef de chantier, il dit ce soir le chantier est fini. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, donc il y a mobilisation générale et tout le monde va être mobilisé. Donc on rentre. Et le lendemain, je vais à Souillac, où les affiches de recrutement elles sont là. Et j'entends les bonhommes qui sont autour, qui viennent lire, parce que c'est là où il y a marqué que selon le numéro, ils doivent rejoindre leur casernement. Et je vois d'entendre les bonhommes qui disent oh, on va leur filer la raclée aux Boches, et dans 6 mois, on est revenu. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, moi quand j'ai vu sur le journal, parce qu'il n'y avait pas la TSF, il n'y avait pas la télévision, où on voit les Allemands, il y a l'Arc de Triomphe, les Allemands qui défilent à côté, et j'ai pleuré comme un gamin que j'étais. Et après, il y a le discours du général de Gaulle, que personne n'entend. Et moi, j'avais avec moi un gars qui travaillait avec moi, un Lorrain, qui avait un camarade qui était à Marseille. Et à Marseille, cet appel est sorti sur un journal, je crois que c'est le Petit Marseillais. Mais il n'y a que les abonnés, quelques abonnés qui l'ont eu, parce que la police est venue, a pris tout le tirage évidemment. Et ce copain de Marseille avait envoyé ça à un copain qui travaillait avec moi. Et il m'en parle 8 jours après le discours qui a été fait à Londres. Et il me fait voir cet article, et moi ça me tape à l'œil, je dis mais il faut le faire savoir qu'un général a pris une position pareille. Donc je vais voir le soir, je demande à mon copain de me donner son machin, que je lui rendrai si je voulais. Et je vais retrouver deux anciens camarades d'école, enfin je vais en trouver un, Jean-Vincent, et je lui dis écoute, regarde ça. Et je dis il faut le faire connaître quand même, parce que personne ne l'a écouté, il y avait très peu de TSF à l'époque, ça coûtait très cher. Je dis il faut le faire connaître. Mais il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vingtaine de papiers, c'est tout. On ne va pas pouvoir. Il dit, il faut trouver un autre copain. Et on a réussi à se retrouver à 3, et on a fait 60 sur une page de cahier. 60, c'était beaucoup quand même. Et puis, moi, j'ai dit, mais attends, il y a la bouche à oreille qui va fonctionner après. Personne ne le sait, mais je crois que ça va les frapper, ça. Et après les avoir fait, à 2-3 heures du matin, on est allé distribuer ça, on glissait ça sous les portes, parce que les portes n'étaient pas étanches comme maintenant, dans le temps. On a glissé ça sous les portes. Et effectivement, 8 jours après, on a entendu parler, dans la ville, on entendait parler de cet appel du général de Gaulle. Et puis il y a eu, après le 3e appel de Pétain, où il a adopté carrément la politique de Hitler. Alors là, ça a été, pour moi, vraiment quelque chose qui était inacceptable, quoi. J'ai été arrêté et je me suis retrouvé en prison. De la prison où je suis resté 11 mois, entre la prison de Tulle et la prison de Limoges, où nous avons été jugés par le tribunal de la section spéciale, condamnés à 50 travaux forcés. Et je me suis retrouvé à Aix, où
le gouvernement avait centralisé tous les déportés du sud de la France, tout ce qui avait été condamné pour fait de résistance devait rejoindre la centrale d'Aix, jugée plus sûre pour nous garder. Où on est resté 8 mois à la centrale d'Aix. On a tenté une évasion. On avait un état-major qui s'était composé à l'intérieur de la prison. Et on s'était constitué en bataillon. On a tenté une évasion. On pensait être aidé de l'extérieur, ce qui nous avait été promis, puis ça n'a pas pu se faire au dernier moment. Donc on a tenté notre évasion directement avec les 1200 camarades du bataillon. Malheureusement, ça a échoué. Le 30 mai, on commençait à préparer une nouvelle évasion parce que les choses avaient changé. Les Allemands prenaient des piquettes partout, il n'y en avait plus pratiquement en France parce qu'on avait besoin d'eux sur les fronts. Et on a tenté, mais non, malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Le gouvernement nous a livrés à la division d'Asreich, qui a fait les crimes de Radour-sur-Glane et puis de Tulle. Et c'est eux qui nous ont amenés jusqu'à Dachau, d'abord à Compiègne, où on est resté 15 jours, et de Compiègne, on est parti à Dachau. Mais on avait eu la chance de tomber sur un capot, parce que c'était les capots qui faisaient la loi, c'était pas les SS dans les camps. Et moi, un jour, je me suis piqué avec une pointe de la main, ça s'était infecté très vite. Un jour, je dis, je souffrais horriblement. J'avais en plus le bras qui était étranglé par la veste de la tenue rayée. Et je dis, je ne mange plus comme ça, je ne mange plus, je préfère me laisser mourir que souffrir comme ça. Et j'avais un camarade qui s'appelait Pierre Doise, qui a été après député des Bouches-du-Rhône, qui me dit, avec sa voix de Marseillaise, le bon Marseillais, si tu te laisses aller, petit, je te vais te botter le cul, que ça te fera plus mal que ton bras. Ça m'a fait rire un peu, et puis voilà, c'est parti. Avec ça, on m'a apporté une petite ration de pain supplémentaire, parce que quand on touchait notre pain, on en cassait un bout. Vous savez, le pain allemand, c'était un peu la forme de biscotte, c'était des pains moulés. Donc on en cassait un morceau, à peu près de la grandeur d'un morceau de sucre. C'était pas beaucoup, mais 1200 petits morceaux comme ça faisait un tas de pain. Et quand il y avait quelqu'un qui perdait le moral, ou on allait le trouver, lui quelques paroles de réconfort, on lui amenait un petit paquet de pain, et tout de suite, il y avait des petites étoiles dans ses yeux, parce qu'on avait la faim continuellement au ventre, et ça, il n'y a pas de problème. La faim et le manque de sommeil, ça a été permanent pendant tout le temps qu'on a. Le 29 avril, on apprend que Dachau est libéré. Et nous, qui en étions à 8 km, on a été le lendemain, le 30 avril. C'est le général de Lattre de Tassigny qui est en poste à Reichenau, près du lac de Constance. Et c'est lui qui est venu avec les cars qui nous a menés. Alors tous ceux qui étaient en état de rentrer en France sont rentrés en France. Moi je faisais 36 kilos, il fallait qu'on m'aide à marcher. On m'a amené avec, mais je n'étais pas tout seul. On nous a amenés à Reichenau là-bas. Et donc on s'est remis comme ça. Là, et 8 jours plus tard, eh bien, on était guéris pratiquement. J'avais tellement mangé, moi, que j'étais gonflé comme ça. J'avais fait de l'œdème.
Et donc, j'arrive à Paris, à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia, on nous posait beaucoup de questions, ce qui était vraiment un peu gênant. Et il y avait un officier quand même qui est venu nous dire pourquoi. Il dit, ben, on fait ça parce que parmi vous, il y a des collaborateurs qui se font passer pour des déportés. Et donc, il faut les détecter. Et je suis arrivé à Souillac, du coup, un jour en retard. On me dit, toi aussi, il y a un taxi qui t'attend pour descendre. Mais je dis, mais moi, je ne veux pas de taxi. Je veux descendre à pied, je veux voir les arbres en fleurs, je veux entendre les petits oiseaux chanter. Et à un moment donné, je me suis mis à chanter la chanson des marais, le dernier couplet, mais un jour dans notre vie, le printemps fleurira.